tous les phénomènes sociaux sont distribués en fonction de quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% des crimes partout sont commis par 20% des personnes. 80% des accidents de la rue sont faits par 20% des conducteurs. Donc j'aimerais bien qu'on identifie ces 20%, qu'on les coince et qu'on laisse les autres devenir des bons Français. Charles Gave, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Donc, vous publiez aux éditions Pierre de Taillac « La vérité vous rendra libre », un essai dans lequel vous revenez sur plusieurs textes, plusieurs réflexions que vous avez menées ces dernières années à l'Institut. Si je peux vous arrêter une seconde, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre. Et donc, c'est une citation de Saint Jean dans les évangiles, c'est-à-dire que la vérité et la liberté sont intimement liées. Donc, je voulais juste préciser pour les gens qui, évidemment, vous passez bien de présentation, mais je rappelle que vous êtes essayiste, entrepreneur, président de l'Institut des libertés depuis de nombreuses années. Donc, vous développez toute une thèse sur les hommes de Davos. Hein, j'aimerais d'abord vous poser la question, qui sont ces hommes de Davos? Alors, c'est une classe qui est née un petit peu de la mondialisation. Ça a commencé, mettons, après la chute du mur de Berlin. Et il y a une espèce de classe qui a été dans toutes nos grandes universités, dans tous les pays d'ailleurs, et qui représente un monde hors sol. C'est-à-dire qu'ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ne sont pas ancrés dans un pays, dans une nation. Ils prennent leurs vacances ensemble, ils lisent les mêmes journaux, le FT ou le The Economist. Ils se marient entre eux, ils ont été dans les mêmes universités, ils se connaissent et ils trouvent que dans le fond, le monde serait beaucoup mieux si c'était eux qui géraient le monde. Et que quelque part, le peuple, la démocratie, le vote par les gens qui ne savent rien, qui n'ont pas fait de bonnes études avec eux à l'université, ça les embête. Donc, ils ont une caractéristique commune, ils sont persuadés de leur supériorité et finalement persuadés aussi que le peuple est très bête. Donc, c'est une élite déracinée et que vous considérez que cette élite, en quelque sorte, pilotait aussi non seulement la gestion de la pandémie, mais finalement les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Voilà, c'est pas... Comment dire? Ils dominent, c'est une espèce de classe, comme je l'ai dit, ils se retrouvent entre eux, et pour que leur classe avance, il faut qu'on ait littéralement des problèmes mondiaux qui ne peuvent être traités qu'à l'échelle du monde. Et donc, la pandémie, c'était très bien parce qu'il fallait faire la même chose partout. On a vu que c'était pas vrai. Le réchauffement atmosphérique, c'est très bien aussi. La guerre contre la Russie, qu'on présente comme l'URSS, c'est très bien aussi. Donc, ils aiment beaucoup créer dans la presse, qui est contrôlée par un certain nombre d'entre eux, qui ont énormément d'argent, ils aiment beaucoup parler de problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'échelle de la nation, mais qui ont besoin d'une échelle plus large. Parce qu'ils ont les compétences pour traiter au niveau du monde. Et si ces problèmes n'existent pas vraiment, eh ben, on fera croire à la population qu'ils existent de façon à ce qu'on leur délègue les pouvoirs qui leur permettent de nous mettre en esclavage et de nous empêcher de parler. Mais un peu partout, je crois qu'on est en train d'assister au réveil des peuples et que finalement, bah, ça ne va pas marcher leur truc. C'était une fois de plus la tour de Babel qu'ils essayaient de construire. Et la tour de Babel, ça n'a pas marché dans la Bible, ça va pas marcher cette fois-là non plus. Hein. Et donc, le grand paradoxe que vous observez, c'est celui d'une élite qui est censée représenter le capitalisme, du moins aux yeux d'une certaine gauche. Hein. Davos, pour la gauche traditionnelle, c'est un sommet qui réunit finalement
les acteurs du capitalisme sauvage. Récemment, vous avez bien vu Javier Milei, le nouveau président argentin, très coloré, accuser finalement une grande partie de l'establishment occidental d'être sombré dans le socialisme. Donc pour vous, qui êtes un penseur libéral, les acteurs du système international, du moins en Occident, ne sont plus de vrais libéraux et ils ne font plus la promotion d'un capitalisme qui permettrait le maintien de certaines libertés, là. Et voilà, si vous voulez, il y a le libéralisme, qu'est-ce que c'est si on remonte à ses origines intellectuelles, c'est-à-dire à peu près à Locke, à la fin du XVIIe siècle anglais, le XVIIe siècle, c'est le droit de propriété, c'est l'égalité de tous devant la loi, c'est le contrôle de l'État par le vote des impôts, et c'est la tolérance des idées dans le pays autour desquelles le pays s'est organisé. Donc ces 4 idées sont battues en brèche par ces gens-là. Par exemple, le droit de propriété, ils se permettent de vous augmenter les impôts au point de vous spolier complètement, donc vous n'avez plus de droit de propriété. Le vote des impôts, le déficit budgétaire, c'est tourner le vote des impôts, parce que les impôts seront pour payer le déficit d'aujourd'hui, seront payés par nos petits-enfants. Donc les dépenses d'aujourd'hui sont financées par des gens qui ne les ont pas votés, donc ils tournent ça. Dans une démocratie libérale, le déficit budgétaire devrait être anticonstitutionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît... L'égalité de tous devant la loi, eux, ils ne sont pas vraiment égaux devant la loi, puisqu'ils sont copains avec les tribunaux. Et enfin, la tolérance, ça n'existe plus, puisqu'on n'a plus le droit de parler. Et on le voit très bien, c'est ce que je décris dans mon livre, le phénomène d'excommunication. Quelqu'un qui commence à dire que finalement, il n'aime pas tellement ces gens-là, il se retrouve immédiatement marginalisé, coupé, on le publie plus, on l'écoute plus, on le prend plus à la radio, on le prend plus à la télévision, et il se retrouve tout seul dans son coin. Donc, en fait, non seulement c'est pas du libéralisme, mais c'est une attaque directe et violente contre le libéralisme pour le remplacer par ce que j'appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, il y a un accord entre les grands dirigeants des grandes sociétés et les grands dirigeants politiques pour que le pouvoir politique protège le monopole des grandes sociétés et que pour les grandes sociétés protège par le monopole qu'elles ont de l'information les dirigeants politiques. Donc en fait, c'est une assemblée de coquins et de copains qui a décidé de nous mettre en esclavage pour leur plus grand profit. Et voilà, il y a un groupe criminel qui a pris le pouvoir sur nos États et nos sociétés et qui entend bien s'en servir pour nous maintenir en esclavage, un peu comme la mafia en Sicile, si vous voulez, c'est à peu près pareil. Et ce groupe, pour vous le reliez à ce qu'on appelle le Deep State aux États-Unis. Pour vous, le lien est très clair. Vous en parlez plusieurs fois. Là, vous utilisez le mot très clairement, Deep State. En fait, l'État profond en français, évidemment. Là. L'État profond, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'endroits où l'État exerce son pouvoir. Et le Deep State, vous savez, c'est une notion qui remonte au dernier discours d'Eisenhower. Je crois que c'était en 58, oui, c'est quelque chose comme ça, ou peut-être en 60, qui disait que... les États-Unis devaient se méfier parce qu'il y avait un groupe qu'il appelait le complexe militaro-industriel qui devenait de plus en plus important à l'intérieur de l'administration américaine et qui pesait sur les décisions. Et on voit très bien aujourd'hui que ce groupe s'est renforcé avec le groupe lié à la santé, mettons, et à l'information. Et on voit ces groupes-là qui décident dans le fond de la politique suivie et des personnels qui seront autorisés à faire de la politique. On le voit par exemple très bien aux États-Unis, où ce brave Trump, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il ne fait pas partie de ce groupe-là. Et donc, il a à faire face à un déchaînement d'attaques qui est presque risible, quoi. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce pauvre gars-là? Il mange pas un petit enfant au petit déjeuner tous les matins, Trump. Ça m'a l'air d'être un mec, il est un peu flamboyant, mais enfin, pas plus méchant qu'un autre, quoi. Donc, c'est extraordinaire de voir le déchaînement de haine que suscite un type comme Trump, qui n'a comme seul objectif, dans le fond, que de renvoyer le pouvoir de décision de ces classes dirigeantes, le peuple vers le bas, quoi. Je trouve ça tout à fait surprenant et très indicatif de qui ils sont réellement. Et oui, vous avez dit quelque chose de très inquiétant. Oui, à Radio X, une radio de Québec, la semaine dernière, sur les ondes de Radio X, vous avez mentionné que vous craigniez finalement l'assassinat de Donald Trump aux États-Unis advenant sa réélection. C'était une question, vous savez, vous connaissez Tucker Carlson,
Et Tucker Carlson a posé la question à Trump il y a à peu près un mois, dans lequel il a dit ils ont essayé de vous impeach, ils n'y sont pas arrivés 2 fois. Ensuite, ils ont essayé de vous traîner devant tous les tribunaux, vous avez été indicted au moins 4 ou 5 fois, ils n'y sont pas arrivés, ça ne marche pas, etc. Et Tucker Carlson, il dit la seule chose qui leur reste, c'est de vous flinguer. Et Trump n'a rien dit, il a souri, il a dit « Je ne crois pas que le peuple américain le prendrait bien ». Mais quand on voit qu'ils ont probablement liquidé toute une série de gens dans l'histoire et qu'ils sont particulièrement habiles à liquider des gens, oui, c'est un des risques, Moi, je suis surpris de voir à quel point, quand vous regardez la télévision, de façon neutre, les endroits où Trump va faire des discours sont absolument bourrés. Ça donne l'impression d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui viennent l'écouter. Et puis quand vous lisez la presse, vous avez l'impression que c'est un fou profond et qu'il va être un dictateur. Mais j'ai toujours remarqué que dans ma vie, ceux qui m'accusaient d'être un corrompu, violent, méchant, extrême droite ou j'en sais rien, étaient tous déjà ça, quoi. C'est-à-dire, on accuse les autres de ce qu'on est. Et donc, vous pensez, parce que vous faites le lien aussi avec l'assassinat de John F. Kennedy, évidemment. C'est pas moi qui le fais. C'est pas moi qui le fais. Si vous écoutez donc Robert Kennedy Jr., celui qui aussi est en train de faire campagne, il dit tranquillement à qui veut l'entendre que son père et son oncle ont été assassinés par la CIA. Mais il le dit, je l'ai entendu 10 fois le dire. Donc je me dis, c'est quand même extraordinaire qu'un homme puisse dire ça et qu'on n'ait toujours pas les rapports de la commission Warren qui devait être libérée il y a déjà 20 ans puisqu'on a atteint le temps limite dans la... Donc pourquoi n'a-t-on toujours pas les rapports sur l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de Robert Kennedy ? C'est tout à fait extraordinaire. Alors on me dit que Robert Kennedy, on sait très bien que c'était le gars, mais il dit, c'est Robert Kennedy, que j'ai entendu son fils dire, écoutez, c'est pas exact parce qu'il a été tué d'une balle qui lui a été tuée et qu'il a été tiré à 7 cm. Or, on voit très bien le Palestinien qui flingue, comme on le voit, il est à 2 mètres. Donc, apparemment, il a reçu une balle dans la tête à 7 cm. Donc, j'en arrive, si vous voulez, moi, je suis un bon citoyen, j'ai cru pendant très longtemps que Lee Harvey Oswald était seul, que c'était un complot, enfin, il était tout seul, il avait peut-être un peu l'aide de je sais pas qui en Russie, puisqu'il arrivait de Russie, mais ce qui est extraordinaire, c'est au fur et à mesure qu'on me dit, moi je suis pas complotiste du tout, mais au fur et à mesure que ce qu'on me disait être faux et que les complotistes disaient être vrai se réalise, je me dis zut alors, encore un truc qui était vrai, j'ai cru pendant des années que c'était faux. Donc je finis par avoir des doutes sur les informations officielles. Et le Capitole, pour vous, qu'est-ce que ça représente, là, cette fameuse insurrection? Il y a beaucoup d'informations contradictoires. D'ailleurs, on ne sait plus quoi penser, là, parfois. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui vont vous dire que bon, c'est vraiment le fruit de Trump. Et d'autre côté, on voit des vidéos où des agents de police vont ouvrir des portes, par exemple, dans le Capitole. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements-là qui seraient finalement un sommet en termes de déclin de la démocratie, selon une certaine gauche? À dire vrai, j'en sais rien. Mais par exemple, je me suis laissé dire, j'ai lu, ou on m'a dit, ou j'ai écouté, que sur les personnes qui étaient sur le pavé en train de faire, il y avait des dizaines d'agents du FBI qui étaient là et qui faisaient partie de l'émeute. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est s'ils étaient là, ces agents du FBI, ils étaient là en service commandé, il y a quelqu'un qui leur a donné des ordres, il y a des papiers qui sont sortis, et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête qui a été lancée pour avoir les papiers du FBI, pour savoir qui ils avaient dans cette manifestation. Je vous donne un autre exemple qui me laisse pantois, parce que je ne réussis pas à avoir les informations. Avant même qu'il soit élu, le FBI a commencé à enquêter sur celui qui allait devenir le président Trump. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat était espionné par le principal service de police américain, mais aussi avec la CIA d'ailleurs. Et ça a continué après qu'il ait été élu.
Bien. Je ne peux pas croire une seconde que les gens du FBI ont lancé une enquête sur le candidat et ensuite l'élu sans que quelqu'un leur ait donné l'ordre de lancer une enquête. Et ça ne pouvait être que le président des États-Unis sortant pour que le FBI obéisse. Et je ne sais toujours pas à ce jour qui a donné l'ordre au FBI de lancer l'enquête. Ça n'est sorti nulle part. Mais c'est une question importante parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a donné l'ordre. Et je ne réussis pas à savoir qui c'est. Donc, ou bien, je trouve ça très curieux, quoi. On a enquêté sur Trump et l'histoire de la Russie pendant 2 ans, on nous a cassé les pieds avec ça tous les jours, mais jamais un journaliste n'a posé la question, mais qui a donné l'ordre de lancer l'enquête, de prendre la responsabilité de lancer une enquête sur le président élu des États-Unis? C'est quand même extraordinaire. Vous le savez, vous, qui l'a donné l'ordre? Non. Non. Mais vous ne trouvez pas ça curieux? Ben moi, effectivement, il y a toutes sortes d'éléments, mais comme je vous dis, moi, personnellement, je trouve qu'il y a tellement d'informations contradictoires qu'il y a comme aux États-Unis, quand on parle de post-vérité, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que vraiment, moi, je ne sais plus quoi penser. Je suis exactement comme vous. Je suis exactement comme vous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et quand j'ouvre les journaux et que je regarde, ou la télévision, etc., j'arrive à un résultat extraordinaire, c'est qu'il y a 2 informations qui coexistent. Mettons l'information officielle et l'information qu'on peut avoir sur YouTube ou je sais pas quoi. Et ces 2 systèmes d'information, sont complètement contradictoires presque tout le temps. Exact. Et je me dis, mais attendez une seconde, c'est ce qu'on avait en Union soviétique. Vous aviez la Pravda et les Izvestia, et puis vous aviez les samizdat, là, les trucs que les gens se passaient des petits bouts de papier, dans lesquels... Eh bien, on est au même niveau. On a aujourd'hui une information d'État et une information privée. Ben, oui, mais attendez une seconde, l'information d'État, qui la paye, pourquoi, à quoi elle sert? J'ai vraiment du mal, quoi. J'ai du mal à savoir où est la vérité. Et donc, c'est très difficile. Très intéressant. Donc, ces 2 mondes parallèles, est-ce qu'ils sont également le fruit, forcément, là, de la polarisation qu'on peut observer aux États-Unis depuis le wokisme en particulier? Évidemment, vous le savez mieux que moi, la polarisation de la société américaine remonte à la guerre de sécession, etc. Là, il y a plusieurs facteurs, mais cette polarisation qu'on observe, est-ce qu'elle vous inquiète beaucoup, pas beaucoup? C'est le reflet de quoi, selon vous, exactement? Alors, je vais vous répondre de façon... sur 11 petits-enfants, ce qui est bien, je suis très content. J'ai 11 petits-enfants. Oui, félicitations. J'en ai 9 qui ont le passeport américain. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas un ennemi féroce des États-Unis, quoi. C'est 9 petits-enfants sur 11 qui ont le passeport américain. J'ai, 2 enfants qui vivent aux États-Unis, 1 qui vit au Canada et 1 qui vit à Paris. Donc vous voyez, j'en ai un peu partout. Et j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai fait des études en 68-69, donc ça remonte à très longtemps. Et la société américaine était très polarisée, mais de 60, mettons, après le Watergate, là, de 74-75 à, mettons, le début du 21e siècle, la société américaine se dépolarisait. C'est-à-dire que les problèmes, par exemple, de race... Bon, il y avait encore quelques crétins ici ou là, mais il n'y avait plus vraiment de problème. Les choses avaient l'air de se pacifier gentiment. Et puis, il y a eu la présidence Obama, où d'un seul coup, le but de la présidence Obama, ça a été de repolariser tout le système politique américain. Et ils y sont très, très bien arrivés. Donc, quand vous dites que c'est quelque chose qui vient de loin... C'est vrai et c'est pas vrai parce que c'est une nouvelle forme de polarisation qui a vraiment comme objectif de séparer les pères fondateurs blancs du reste de la population qui n'est pas blanche. Et donc c'est une attaque directe contre ce qui fait l'unité des États-Unis, c'est-à-dire leur constitution. Ils sont en train de nous dire que la constitution... sans lesquels les États-Unis n'existeraient pas, parce que c'est ça l'acte fondateur des États-Unis. Tout le monde se rassemble autour de la Constitution.
c'est comme les 10 commandements presque, eh bien cette constitution, elle a été faite par des hommes blancs pour maintenir la suprématie des hommes blancs. Eh bien c'est une saloperie. Et ça vient directement des années Obama, et c'est de là d'où vient le système woke, c'est bien tout ça. Donc, il y a à l'intérieur de la classe dirigeante aux États-Unis, en particulier dans le Parti démocrate, une profonde haine des États-Unis. Ce qui me laisse pantois. Donc, pour vous, le retour de cette question raciale, si on peut dire, le retour de cette polarisation raciale, ce n'est pas le fruit, cette fois, de la droite, mais d'une certaine gauche pour qui, évidemment, on sait, là, la question identitaire, décoloniale, donc le mouvement décolonial, celui qui déboulonne des statuts à gogo. Tout ça, ça vient des années Obama. Et en effet, vous aurez remarqué que depuis, le Parti démocrate est allé de plus en plus vers ces extrêmes. Il y avait toujours eu des cinglés au Parti démocrate comme il y en a au Parti républicain. On l'est d'habitude. Pendant qu'on fait en campagne, on fait semblant de s'intéresser aux extrêmes, et puis dès qu'on arrive au pouvoir, on leur parle plus. Et cette fois-ci, les extrêmes du Parti démocrate ont vraiment pris le pouvoir, et tout ce qui était, moi, dans le fond, le démocrate de mon enfance, qui était des braves gens qui s'intéressaient aux petites gens, aujourd'hui, le Parti démocrate n'est plus du tout le parti de la classe ouvrière, comme des blue collars. Il est devenu le parti d'une espèce de monde qui vit au travers des universités, des grandes fondations, et c'est ça, cette classe de 1%. J'ai lu, par exemple, un sondage d'opinion qui vient d'être sorti, qui avait été fait par Rasmussen, qui a été interviewé les fameux 1% qui sont au pouvoir, dont on parlait au début. Vous savez, ils ont sorti ça. Donc, ils ont fait un sondage d'opinion pour les gars qui avaient fait des études supérieures et qui avaient un revenu, je crois, supérieur à 200 000 $ US par an. Donc, c'est les 1%. Hein. Et si vous interrogez cette classe, 80% de cette classe pensent que le peuple a trop de liberté. Et si vous interrogez le peuple, 80% du peuple pense qu'il n'a pas assez de liberté. Donc, c'est quand même rigolo. Donc, ils sont vraiment pas comme nous, quoi. Donc, la société de contrôle dont vous anticipez l'instauration, si ce n'est pas déjà enclenché, on va vers ça. Vous parlez de capitalisme de connivence. On est aussi dans un capitalisme de surveillance. C'est un capitalisme de surveillance, c'est un capitalisme de connivence. Et un capitalisme sans racines dans chaque pays. C'est vraiment un système aujourd'hui où vous avez des grandes sociétés multinationales. Prenez une société, je ne sais pas, allez, comme Google, j'en sais rien. Ils ont des positions énormes en Europe, comme aux États-Unis, comme dans le reste du monde. Et comment ils payent leurs impôts ? Ils ont fait une espèce de système en Europe où les impôts sont payés en fonction de l'endroit où en Europe ils font apparaître leur rentabilité. Et vous le croirez ou pas, mais la rentabilité de Google et tout, elle apparaît toujours en Irlande. Parce qu'en Irlande, il n'y a que 3 ou 4% d'impôts sur les sociétés, alors qu'en France, il y en a 30. Donc, ils font plein d'affaires en France, et puis avec les prix de transfert, toute leur rentabilité apparaît. Donc, ils ne payent aucun impôt en France. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, mais c'est des mauvais citoyens. Qu'est-ce qui permet à ces gens-là ? Normalement, on devrait les imposer du coup sur le chiffre d'affaires, mais on a signé des traités en Europe qui ont été préparés par ces 1% d'ailleurs, pour leur permettre de ne pas payer d'impôts partout. Mais c'est du capitalisme de connivence dans ce qu'il a de meilleur, quoi. C'est du brigandage. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Donc pour vous, on est vraiment sorti du capitalisme traditionnel, si je peux dire, pour entrer dans quelque chose de nouveau, complètement nouveau, là.
C'est pas complètement nouveau, parce que c'est ce que j'ai écrit il y a 12 ans, si vous dire si c'est vieux, quand ils ont commencé à mettre les taux d'intérêt à zéro. Vous savez, après la crise de 2008-2009, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la grande crise financière, ils ont mis les taux d'intérêt à zéro. Et à ce moment-là, j'ai écrit un papier qui s'appelait « The High Cost of Free Money », dans lequel j'expliquais que quand l'argent était gratuit, ça favorisait de façon extraordinaire les riches et ça appauvrissait les pauvres. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les riches, par définition, être riche, c'est avoir des actifs, des immeubles, des sociétés. Donc, vous pouvez emprunter contre vos actifs. Si vous empruntez à zéro, vous ne prenez pas des masses de risques. Hein. Vous donnez votre immeuble en garantie et vous allez acheter un autre immeuble à côté. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui font ça ne cherchent plus à investir pour faire croître leur volume. Ils cherchent à spéculer pour acheter des actifs qui vont monter. Donc, quand vous mettez les taux d'intérêt à zéro, le prix des actifs existants monte, comme par exemple la bourse ou les immeubles, mais il n'y a pas de nouveaux actifs qui sont créés. Et donc, comme il n'y a pas de nouveaux actifs qui sont créés, la productivité du travail baisse, puisque le stock de capital ne monte plus, et à ce moment-là, les pauvres s'appauvrissent. Et donc, si j'étais sévère, je dirais que cette classe a pris le contrôle de la Banque centrale américaine il y a déjà à la fin des années 90 et suit une politique de taux d'intérêt qui favorise les riches, défavorise les pauvres et finit en général par tout le monde qui se met sur la gueule parce que tout le monde est fâché. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne suis pas conspirationniste, mais quand je vois qu'on m'explique que les taux d'intérêt bas, c'est une bonne chose, les taux d'intérêt bas, ça permet aux riches de devenir plus riches en spéculant et non pas en investissant. Et ça liquide la classe moyenne parce que du coup, il n'y a plus de boulot dans la classe moyenne et vous allez, les pays qui investissent, comme en Chine, nous taillent des croupières dans nos affaires. Donc, c'est une trahison. Et ce que j'essaye de dire un peu partout, c'est que la gauche a trahi le peuple partout parce qu'elle était censée représenter le peuple. Et la droite, un peu partout, a trahi la nation. Donc, vous êtes là, vous voulez voter. Vous avez en face de vous un gars qui a trahi le peuple ou un gars qui a trahi la nation. Et vous votez pour qui? Donc, vous êtes un penseur libéral et vous prônez quoi? Une sorte de libéralisme enraciné. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient que le propre du libéralisme, c'est justement de permettre l'émergence de cette classe que vous déplorez parce que le libéralisme instaurait vraiment un régime de nature contractuelle, très abstrait. C'est le libre-échange, les peuples perdent de la souveraineté au profit du gouvernement, des juges, etc. Comment on peut être libéral et enraciné à la fois? Ben, c'est pas difficile. Pour que vous soyez libéral et enraciné, il faut enlever le contrôle de la monnaie à cette classe criminelle. Parce que la caractéristique de cette classe criminelle, si vous la regardez bien, elle travaille dans la monnaie ou autour de la monnaie. Donc, si vous voulez qu'elle fasse pas trop de dégâts, la monnaie doit être contrôlée. Par exemple, comme ça l'était en Allemagne, il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, par une banque centrale qui est complètement autonome du pouvoir politique. La Bundesbank était indépendante constitutionnellement du pouvoir politique et les gens qui géraient la Bundesbank étaient responsables sur leurs fonds propres des erreurs qu'ils faisaient. Donc, ça a attiré leur attention. Donc, la monnaie allemande était l'encre de stabilité qui permettait à tous les pays d'éviter que ces crapules ne prennent le pouvoir sur la monnaie et ne ruinent les petits gens. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pour se débarrasser de la Bundesbank? Eh bien, on a créé l'euro. Et donc, le gouvernement allemand a accepté. Donc, la Bundesbank a disparu, a été remplacée par la BCE, qui a fait toutes les imbécilités monétaires. Donc, encore une fois, dans un système économique, vous avez la monnaie en haut et vous avez l'économie réelle en dessous. La monnaie, c'est un peu le operating system du système en dessous. Si vous prenez le contrôle de la monnaie, ça vous permet, en ayant de la monnaie à bon compte, quand vous la prenez tout à fait au début, d'acheter des tas de choses dans le vrai système et de spolier les gens. Donc ça permet un enrichissement de ceux qui sont proches du pouvoir et ça permet d'appauvrir tout le reste. Et d'ailleurs, tous ces gars-là, il y a encore une dame qui a dit récemment qu'il y avait beaucoup de qui fait partie de ce groupe, qu'il y avait beaucoup trop de monde sur Terre et qu'il fallait ramener la population mondiale à 500 millions. On est 8 milliards, hein? Et comment le faire pour nous ramener de 800 millions de 8 milliards à 500 millions? Elle veut organiser des camps de la mort?
Est-ce que ça vous inquiète le déclin de la natalité en France, partout en Occident? Parce que il y a l'immigration, mais au Québec, vous savez, ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un déclin démographique peut-être encore plus fort qu'en France. Et le débat, c'est à savoir, est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir beaucoup moins d'immigrants si on fait beaucoup moins d'enfants? Est-ce que la question se pose en France et qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Mais là, c'est un vrai problème parce que on a des difficultés très grandes. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'à l'horizon de 30 ans, l'Europe, qui était l'endroit où il y avait ce qu'on appelait en termes ratio les caucasiens, c'est-à-dire je suis un caucasien, vous êtes probablement un caucasien aussi d'ailleurs, donc les caucasiens seront minoritaires. Dans 30 ans en Europe, c'est déjà acquis. Donc l'Europe, c'est de là d'où est venue toutes les inventions, c'était, si on le veut, une civilisation chrétienne, ô combien, et qui était avec une souche de population, nous, les caucasiens. Dans les 30 ans qui viennent, il va probablement y avoir une majorité de non-caucasiens. Afrique du Nord, Afrique centrale, Asie, etc. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, je sais que ça ne sera pas pareil. Qu'est-ce qui va changer avec un certain renouvellement démographique, pour le dire un changement. Mais par exemple, la plupart, en dehors de la civilisation chrétienne, la plupart des autres civilisations ont toujours permis la polygamie. On était à peu près les seuls à l'interdire. Donc ça va en tout cas certainement changer profondément le sort des femmes. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes dans une situation où la polygamie est permise, pas tout à fait pareil. Donc il va y avoir des changements comme ça, mais je ne peux pas les deviner déjà, mais je sais qu'il va y avoir des changements très profonds. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est pas à moi de juger, de toute façon je ne serai plus là. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est ce que disait Huntington quand il a écrit The Clash of Civilization, qui était un livre remarquable. Eh bien, il disait, quand on analysait, il y avait 7 ou 8 grandes civilisations dans le monde au moment où il a écrit son livre, il disait, il y a une caractéristique extraordinaire dans la civilisation européenne, c'est dans son essence, c'est son individualisme. La civilisation chrétienne a comme but de sauver chaque individu, que chaque individu trouve son salut. Toutes les autres civilisations sont des civilisations qui cherchent à protéger la tribu. L'individu n'existe pas. On est la seule société qui ait mis en avant l'individu. Donc, notre société est profondément individualiste. Si on passe à une société où il faut sauver la tribu, à ce moment-là, ces sociétés ne peuvent pas être multiculturelles. On va avoir des guerres civiles partout. Parce qu'il ne peut y avoir qu'une tribu dominante. Si la civilisation chrétienne est la... Oui ? Vous craignez quand même pour les questions de sécurité en France. C'est pas un peu le paradoxe d'une certaine droite aussi en France qui, d'un côté, déplore l'instauration d'un régime autoritaire durant la crise sanitaire, mais de l'autre côté, qui réclame toujours des protections face à l'immigration. Il y a comme un paradoxe sécuritaire, c'est-à-dire que d'un côté, on se sert un peu du terrorisme pour justifier la normalisation de l'état d'exception, mais de l'autre côté, l'état d'exception ne fait pas notre affaire quand il s'agit des mesures sanitaires. Ben, je ne sais pas si c'est d'une façon de voir les choses, mais peut-être la causalité est l'inverse. Vous savez, j'ai une chaîne YouTube, vous la regardez peut-être de temps en temps, j'en sais rien. Je sais que je regardais un petit peu au Québec, en français. Et je suis arrêté dans la rue sans arrêt par des gens qui me remercient, parce que j'essaie d'expliquer comment ça se passe. Bon, je suis arrêté dans la rue par des gamins, d'ailleurs, des gens qui sont assez jeunes en général. Eh bien, une fois sur deux, c'est des gens issus de l'immigration. Donc, je crois que vous avez toute une série de gens qui arrivent en France parce qu'ils trouvent qu'en France, c'est mieux que chez eux. Et 80% de ces gens veulent devenir des Français, être des bons citoyens, devoir rien à personne. Et puis, vous avez 20% de ces gens qui sont des criminels en puissance, allez. Et la presse, les journaux, toujours les mêmes d'ailleurs,
parle uniquement de ces 20% qui sont des dangereux cocos. Et on fait un amalgame entre les 20% et les 80%. Mais moi, je trouve qu'il faudrait que l'État reprenne ses privilèges régaliens, qui cesse de s'occuper de tous ces transferts sociaux où il fait que des bêtises, qui reprenne en bon libéral que je suis, qui reprenne ces privilèges régaliens qui sont la police, la justice, l'armée, et qu'il gère ça de façon très ferme, c'est-à-dire que les 10 ou 20% qui font des bêtises, soit on les renvoie chez eux tout de suite, soit on les met en tôle chez nous, mais qu'il n'y a aucune raison pour qu'une minorité foute en l'air la majorité. Tous les phénomènes sociaux sont distribués en fonction de quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% des crimes partout sont commis par 20% des personnes. 80% de l'alcool au Canada est bu par 20% d'alcooliques. 80% des accidents de la rue sont faits par 20% des conducteurs. Donc j'aimerais bien qu'on identifie ces 20%, qu'on les coince et qu'on laisse les autres devenir des bons Français. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Aujourd'hui, un musulman a du mal à trouver du travail, même s'il est très bien, parce qu'on l'identifie à une classe criminelle. Et il n'y a aucune raison. C'est simplement parce que l'État ne fait pas son boulot. Un libéral, c'est pas quelqu'un qui veuille que l'État ne fasse rien. Un libéral, c'est qui veut que l'État s'occupe de l'ordre et soit sans pitié. Tous ceux qui troublent l'ordre public, il faut être extraordinairement sévère avec eux. Aujourd'hui, on a un État qui fait des tas de choses qu'il ne devrait pas faire et qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Eh ben, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, c'est pas le problème, c'est pas les immigrés. Le problème, c'est l'État français qui ne fait pas son boulot. Donc, ça pourrait-il quand même qu'en France, il y a quand même un poids de l'histoire qu'on n'a pas nécessairement au Canada qui vient conditionner quand même, disons, l'intégration des immigrés. Parfois, on a l'impression du Québec que la guerre d'Algérie, finalement, n'est jamais terminée. Hein? C'est bien de la faute des Algériens. Nous, on n'en demande rien à personne. S'ils trouvent qu'ils ne sont pas contents parce qu'on a été... Bon, vous savez, j'ai vécu en Algérie 4 ans, donc je connais un peu le sujet. Quand on est arrivé, il n'y avait pas une route, il n'y avait rien. Il y avait 1,5 million. Et quand on est parti, ils étaient 25 millions. Et on avait fait, attendez, je ne sais plus combien, 3 universités, 80 hôpitaux, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé que toutes les populations juives, espagnoles, françaises, etc., devaient être expulsées immédiatement. Et donc, on s'est retrouvés, ils sont donc retrouvés entre eux. Et depuis, ils continuent à être dans une misère noire et corrompus de façon extraordinaire. Donc, ils viennent chez nous pour nous expliquer que c'est notre faute. Mais nous, on les a abandonnés il y a 70 ans. C'est comme si vous aviez un papa de 90 ans qui voyait son fils arriver à 70 ans en l'engueulant parce qu'il lui a mis une claque quand il avait 5 ans. Vous dites, arrêtez vos conneries, vous avez rien à voir ici. S'ils n'aiment pas la France, mais qu'ils y viennent pas, qu'ils s'en aillent. Ça fait exactement partie des 20% qu'il faut virer. S'ils sont pas contents d'être là, pourquoi sont-ils là? On les force pas. Ils peuvent retourner chez eux. En effet. Je reviens aux hommes de Davos, Monsieur Gave. Quelque chose de très intéressant que vous écrivez, c'est que les hommes de Davos perdent du terrain hors des territoires contrôlés par l'OTAN. Est-ce qu'il faut se réjouir de ce monde multipolaire qui vient, dont on entend de plus en plus parler, ou au contraire, ce monde multipolaire va venir compromettre ce qu'on pourrait appeler la progression du libéralisme, du moins économique dans le monde, etc., etc.? Non, parce que partout où il se répand, le monde multipolaire, si vous voulez, c'est l'adoption du droit de propriété, et ça se passe toujours à l'intérieur d'une nation. Donc, ce qu'on dit toujours, on vous dit par exemple la France, le niveau de vie a baissé depuis 10 ans, ce qui est vrai, c'est à cause, je sais pas quoi, de ce qui s'est passé, parce que le travail n'est pas assez cher en Chine ou en Inde ou j'en sais rien. Tout ça, c'est des grosses bêtises, parce que la Suède, qui est une puissance industrielle, a vu une très forte progression de sa puissance industrielle depuis 20 ans. Je ne parle pas de la Suisse, dont l'appareil industriel est plus important que celui de la France aujourd'hui en termes absolus. C'est pour vous dire à quel point ils se sont développés. Donc, on met sur le compte du commerce international, du libre-échange, les échecs qui sont dus simplement à notre imbécilité propre et à les imbécilités de nos gouvernements. Donc ça, c'est la première réponse. Mais par contre, quand vous allez, comme on le fait souvent, comme je le fais souvent, vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous allez tout ça,
il y a encore 30 ou 40 ans, ils avaient une espèce de respect pour nous, parce qu'on était ceux qui avaient à peu près tout inventé. Donc, quand ils avaient un problème, ils se tournaient vers nous en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à le résoudre parce que vous avez été les plus malins ». Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays dans lesquels je vais, dans le Golfe arabe, partout, pensent qu'on est devenus fous. Les États-Unis et l'Europe sont devenus fous. Et j'ai parlé à un des grands patrons d'une énorme société financière à Abu Dhabi, qui est un vieux copain que je connais depuis 40 ans. Et il m'a dit « Vous êtes devenus sans Dieu ». C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous croire. Vous n'avez plus de parole. Vous êtes devenus fous. Vous vous prenez pour des dieux. Et donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tout ce qu'on leur a appris sur la façon dont une société doit être gérée, comment répartir les fruits du travail, etc., ce qu'ils ont très bien appris, maintenant, ils sont absolument persuadés qu'ils n'ont plus besoin de nous. C'est-à-dire que pour la première fois depuis à peu près 500 ans, les hommes blancs ont perdu leur magistère moral et intellectuel. Ils nous prennent pour des enfants gâtés de gens qui autrefois avaient du talent. Mais il ne faut surtout pas venir nous voir. Donc c'est un bouleversement total. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'ils vont créer leur propre système monétaire et que dans le fond, ils n'ont pas besoin de nous. En quelque sorte, ils nous sortent de l'histoire. Dans les 20 dernières années, il y a 3 milliards de gens qui, en utilisant les recettes libérales, y compris en Chine d'ailleurs, parce que c'est un système très compétitif, l'économie chinoise, vous avez sorti 3 milliards de gens de la pauvreté la plus abjecte vers presque la classe moyenne. Donc, en 3 milliards, en 20 ans, vous avez 3 milliards de gens qui sont montés, et de l'autre côté, vous avez 600 millions de crétins qui baissent. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? C'est l'histoire. Et faut-il se réjouir quand même d'un point de vue libéral de la montée de la Chine et d'autres empires orientaux, là, l'Iran, évidemment, la Turquie. Bon, l'Iran n'est pas en train de monter, là, mais par exemple, l'Inde que vous évoquez dans votre livre, là, vous parlez du boom. Parce que d'un côté, on a des gens extrêmement déçus des dirigeants occidentaux qui sont pour plus de liberté, mais d'autre côté, ils vont se montrer plutôt favorables justement à des régimes dépeints comme très autoritaires, là, comme celui de la Chine, le Crédit social. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je ne sais pas, mais si vous savez, la première fois que je suis allé à Guangdong, à Canton, c'était à la fin des années 80. Hein. J'y passais la nuit, et il y avait un hôtel qui était daté de la période coloniale, où il y avait 4 étages. Enfin, il y avait une dizaine de chambres. Bon, j'ai couché là. Et j'ai ouvert mes volets pendant la nuit, là. Et la nuit chinoise est bruyante. Hein. Ils font un chahut, ces gars-là, c'est pas incroyable. Et donc, il y avait un bruit pas possible, mais il n'y avait pas une lumière d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité à Canton en 1980. Bon. Maintenant, vous y allez, c'est Las Vegas, hein. Des routes, des trucs, etc. Partout en Chine. Vous n'imaginez pas le niveau de développement qu'ils ont en ce moment pour les infrastructures. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est-à-dire qu'il y a à peu près... Les Chinois ont bougé aussi 500 millions de personnes de la campagne à la ville dans les 40 dernières années. Et ça s'est passé plutôt en bon ordre. Donc si vous demandez à un Chinois si sa situation s'est améliorée depuis 30 ou 40 ans, mais il vous dit, évidemment, son niveau de vie est monté dans des proportions inimaginables, année après année, année après année. Posez la question à un Américain du côté de Cleveland ou de Chicago. Est-ce que son sort s'est amélioré depuis 30 ou 40 ans? Le sort des très riches, certainement, mais le sort de la classe moyenne ou des gens pauvres. Vous allez vous balader à San Francisco, c'est abominable. Donc nous, on a des principes superbes, mais il y a 5 fois plus de prisonniers aux États-Unis, dans les prisons américaines, qu'il n'y a de prisonniers en Chine. Et on me dit l'un est une démocratie et l'autre est une autocratie. Ah bon? Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Les hein. États-Unis, pour vous, les États-Unis ne sont plus plus démocratiques que la Chine. Je dis pas ça. C'est gros. Je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas une démocratie. Je dis que la réussite de gens comme la Chine pour tirer ces pays d'une misère atroce, ou de l'Inde avec M. Modi,
où vous en avez partout en Asie, en Philippines, il commençait à avoir une forte hausse, etc., a été tel, n'oubliez pas que le développement économique de l'Europe, et probablement du Canada, et des États-Unis, pendant le 19e, s'est passé avec un suffrage censitaire. Tout le monde ne votait pas. Donc, encore une fois, si vous voulez, on m'explique, nous sommes... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la supériorité intellectuelle que s'autorisent les Blancs dès qu'on parle de ces pays-là. Nous, on sait ce que c'est que la démocratie. Oui, ça ne nous empêche pas d'aller les bombarder quand on a 5 minutes. Hein. Regardez, par exemple, tout le monde gueule contre la Russie qui a attaqué l'Ukraine, très bien, mais les États-Unis ont attaqué l'Irak, ils ont attaqué la Serbie, ils ont attaqué la terre entière, le Vietnam, sans que personne ne leur ait jamais donné la permission. Donc, si je comprends bien, nous, on a le droit de les ratatiner, mais eux, ils n'ont pas le droit. Donc, encore une fois, cessons de penser que nous sommes le bien et que les autres sont le mal. Il y a peut-être d'autres façons de développer les sociétés. La société confucéenne est complètement différente d'une société chrétienne, mais ce qui est terrible, c'est que notre société aujourd'hui n'est plus chrétienne. Elle ne marche plus. Vous allez qu'à aller voir à San Francisco ou à Los Angeles, les gens dans la rue, qui sont des zombies, qui sont en train de crever la bouche ouverte, avec des drogues partout, mais c'est abominable. Donc, si vous voulez, arrêtons de nous penser supérieurs. Regardons nos problèmes et traitons-les avant de dire aux autres comment ils doivent traiter leurs problèmes. Ce réveil des peuples que vous anticipez dans votre livre, La vérité vous rendra libre, comment ça va se passer selon vous, ce réveil des peuples que le réveil des peuples, si vous voulez, c'est... Aujourd'hui, je vous donne un exemple. La France a à peu près fait 1% du PIB mondial, hein. À peu près 1% du PIB mondial, allez. Et elle a fait à peu près 9% des dépenses sociales mondiales. Vous croyez que ça peut durer ? C'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est pour maintenir ce système social que j'appelle le social clientélisme, eh bien, on est en train d'arriver à ruiner nos appareils de production, en particulier comme des pays comme la France, les États-Unis, qui en plus ont la guerre. Très bien. On est en train de les ruiner, mais en fin de parcours, quand vous avez perdu une guerre et que vous êtes ruiné, en général, votre monnaie disparaît. Pour éteindre tous ces espèces de droits que vous avez donnés à des gens que vous ne pourrez jamais payer. Comme disait Rueff, qui était un grand économiste français, le taux de change, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. On a donné des droits non gagnés par centaines de milliards, on ne peut pas les payer, donc la monnaie dans laquelle on est censé les payer va disparaître. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une chute du niveau de vie terrible dans nos pays quand nos monnaies vont s'effondrer. Et tous ces gars-là vont perdre tout ce qu'ils ont. Et ça me paraît une excellente idée, parce qu'enfin, on va redevenir libre. C'est ce qui s'est passé en Argentine. C'est exactement ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine était le premier niveau de vie du monde en 1890. Ils ont suivi 100 ans de socialisme, de clientélisme, de saloperie, de pourriture, comme on a suivi nous. Et ils sont passés du premier rang niveau de vie à 156. Et là, ils ont élu Milei. Parce que même les subventions qu'ils recevaient ne valaient plus rien. Ça ne valait pas le papier sur lequel c'était écrit. Donc, encore une fois, le seul système qui soit moral, juste, est un système basé sur la liberté. Quiconque vous parle d'égalité, vous savez que ça se termine en camp de concentration et en pauvreté totale. Et que peut faire la France dans ce contexte-là, M. Gaff, pour freiner le déclin? Peut-être que le déclin est inéluctable et que c'est, comme vous dites... Il n'est pas inéluctable du tout. Non. Il n'est pas inéluctable du tout. Il suffit de retourner à nos racines libres. Si vous rendez la liberté aux gens, ils se remettront tout de suite à faire tout ce qu'il faut. C'est exactement ce qui s'est passé quand Mme Thatcher a été élue. L'Angleterre avait le Fonds monétaire national à Londres, ils étaient ruinés. Et en l'espace de 10 ans, Londres boomait comme jamais dans son histoire. Foutez la paix aux gens, laissez-les libres, et ils s'occuperont très bien d'eux-mêmes. Et débarrassez-vous des gars qui savent ce qui est bon pour vous. Tous ces gars-là pensent qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Dès que vous avez un DAI, j'appelle ça un... Vous pouvez lire un très bon économiste américain qui s'appelle Tom Sowell, qui est un type remarquable, et qui a écrit là-dessus de façon absolument à hurler de rire.
Et il est parfait, Tom Sobol, il dit tout. Tout est dit. Il aurait dû avoir le prix Nobel de l'économie, il va froid. Mais malheureusement, comme c'est pas un type de gauche, il l'a pas eu. Mais en même temps, avoir le prix Nobel d'économie aujourd'hui, c'est presque un déshonneur. Alors, c'est plus la peine. Donc, on comprend que ce renouveau ne passera pas par l'étatisme. On sait que la France est un État obèse, omnipotent, etc., un État tentaculaire. Du point de vue nord-américain, il y a des réflexes français qui peuvent paraître assez étranges, là, comme les retraites. Inefficaces, surtout. Qu'il soit obèse, mais surtout, il ne peut plus bouger. Il est gros, il est adipeux, et rien ne marche. Donnez-moi une seule chose dont l'État s'est occupé en France depuis 40 ou 50 ans, ou sans doute au Canada d'ailleurs, et qui marche. L'éducation, ça marche pas, les hôpitaux, ça marche pas, la police, ça marche pas, l'armée, ça marche pas, la diplomatie, ça marche pas. Donnez-moi un truc. Rien. Donc, les Français ont ce curieux réflexe, quand ça marche pas, ils disent il faut que l'État s'en occupe, et là, si ça marchait pas très bien, après, ça marche plus du tout. Donc, foutez bien la paix aux gens, et arrêtez de compter sur l'État, quoi. Ça me serait simple. D'ailleurs, dans votre livre, vous évoquez une sorte de destruction volontaire du système d'éducation. Oui. Parce que ces gens qui sont au sommet, ils ont besoin de gens obéissants, ils n'ont pas besoin de gens pensants. Vous savez, vous avez plusieurs étapes dans le fonctionnement d'un cerveau. Vous avez le cerveau puissant, par exemple, d'un Raymond Aron ou d'un Albert Einstein ou je ne sais pas qui crée un monde nouveau autour d'eux, qui sont tellement puissants qu'ils ont la capacité à conceptualiser la réalité. Puis ensuite, vous avez les gars qui sont capables de faire tourner des tableaux Excel, au niveau en dessous. Et puis en bas, vous avez les exécutants à qui vous donnez des pelles et des pioches. Eh bien, ces gens qui sont au pouvoir, ce groupe, ils ont décidé qu'ils mettraient leurs enfants dans des écoles où on s'occuperait de l'intelligence conceptuelle, mais que les autres enfants n'auraient droit qu'à des tableaux Excel. Et donc, ils ne veulent pas de gens intelligents, ils veulent des gens obéissants. Les sociétés humaines sont fondées soit sur l'obéissance, soit sur la compétence. Ben, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous avons ces gens-là qui sont intelligents conceptuellement, ont décidé de nous forcer à vivre dans des sociétés d'obéissance. Et ils ont détruit le système d'éducation qui permettait à ceux qui naissaient dans un monde d'obéissance de devenir dans un monde de compétence. Et donc, ce que j'essaie de dire, oui. Pour vous, la France, en gros, n'est plus une méritocratie. Pas du tout. C'est devenu aujourd'hui, surtout les gens qui dirigent la France depuis 20 ans à peu près, la quasi-totalité viennent de 30 jardins d'enfants à Paris. Et est-ce que c'est pas ça qui nourrit un peu le ressentiment de certaines populations immigrées en France, c'est-à-dire cette espèce de France... Mais pas que des émigrés. Si je peux dire. Pas que des émigrés. Pas que des émigrés, mais des gens normaux, si vous voulez. Autrefois, quand j'étais... Des classes populaires, gilets jaunes, etc. Là, la France profonde, finalement. Ben, la France profonde, si vous voulez. Aujourd'hui, vous aviez des gars comme, je sais pas, Jaurès ou Péguy, qui naissaient, l'un à gauche, l'autre à droite, qui naissaient dans un milieu pas très favorisé ou défavorisé, et qui faisaient normal sup, et qui devenaient des grands intellectuels ou des grands politiques. Aujourd'hui, tous les gars qui vont normal sup, je vous dis, ils sortent de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Autrefois, il y en avait un qui arrivait de Paris, ou d'une banlieue parisienne, l'autre qui arrivait de Carmaux, je ne sais plus, dans le Massif central. Donc la France, c'était une méritocratie avec l'école républicaine qui faisait monter les plus brillants. Camus avait été découvert par son instituteur, M. Germain, quand il était en 7e à Alger. M. Germain avait été voir la mère de Camus, qui était illettrée, pauvre à un point incroyable, et qui lui avait dit « Il faut absolument que cet enfant fasse des études ». Et donc, c'est M. Germain qui a permis de découvrir Camus, qui était le fils d'une immigrée espagnole, qui était pauvre comme Job et qui savait ni lire ni écrire et qui était un peu simplette. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'était ça, la République française. C'était ça, l'école républicaine. Mais à partir du moment... Les choristes, là. Mais on n'y est plus. Morange devient chef d'orchestre. Rappelez-vous, dans les choristes, un peu cette France-là... Mais c'est cette France-là et c'était cette France-là qui avait des très grands intellectuels parce qu'ils arrivaient de milieux inattendus. Mais pour la première fois en 10 siècles d'histoire de France, nous n'avons plus un seul grand intellectuel français. Parce que tous ces gens-là,
pour être un grand intellectuel, il faut être capable de surmonter des difficultés extraordinaires, par exemple dans son enfance, pour arriver à faire ses études, etc. Mais si vous êtes dans un milieu protégé, où tout le monde s'occupe de vous, vous avez des professeurs et tout, vous aurez les meilleurs concours, mais ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent, ou que vous êtes exceptionnel. Ça veut juste dire que vous êtes né dans une bonne famille. C'est honteux. Parce que vous dites, vous parlez, là, vous dites que la société occidentale est devenue extrêmement fragile. Ça fait partie de ce que vous décrivez, ça fait partie du système d'éducation en ruine. Ça fait partie du système. Et autrefois, quand j'étais enfant, par exemple, dans le sud-ouest de la France ou des choses comme ça, où la France avait cette capacité d'un seul coup de faire monter des types dont personne n'avait jamais entendu parler et qui devenaient l'homme politique local et qui savaient parler du pays. Aujourd'hui, vous regardez où vivent les hommes politiques en France, ils vivent à Paris, et où ils passent leurs vacances, vous voyez, c'est tout le long du littoral atlantique, le littoral méditerranéen et les Alpes où il y a les stations de ski. Donc, ces gars-là n'ont plus aucun contact avec la France profonde. Ils sont juste là, et voilà, ils sont dans un monde à eux, une espèce de bulle, et ils connaissent pas les gens en dessous, ils connaissent pas le pays, ils connaissent pas la bouffe, ils connaissent rien. Macron, pour vous, c'est le paroxysme de cette France c'est grotesque. Complètement déconnectée. Mais Macron et son gouvernement actuel, ça touche au délire. En plus, ils sont tous cousins. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau premier ministre qui a de l'air tout à fait inoffensif? Mais qu'est-ce que vous voulez Ce que je dis aux gens quand ils me disent qu'est-ce que tu penses du premier ministre qui a 34 ans, je leur dis écoute, il y a 15 trucs à dire, c'est place aux vieux. Parce qu'un jeune de 34 ans, qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais travaillé, qui n'est pas particulièrement brillant dans ses études, 34 ans, mais qu'est-ce qu'il va faire quand il va se retrouver face, par exemple, à des généraux français s'il y a des émeutes en France? Qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est grotesque. Quelle crédibilité va-t-il avoir face à des généraux, face à des syndicalistes méchants, face à un Poutine? C'est grotesque. Malheur au pays dont le roi est un enfant. C'était dans une pièce de Monterland, je crois. Charles Gave, c'est un grand plaisir qu'on a eu de vous avoir aujourd'hui. Merci pour ces éclairages et on souhaite un nouveau tirage de votre livre qui est déjà rendu, si je me souviens bien, à 20 000 exemplaires vendus. Oui, je suis très content et très surpris, mais en plus, je suis très fâché parce que j'ai donné tous les droits de mes livres à l'Institut des Libertés. Donc, on va gagner l'argent dessus et je ne vais pas en voir le premier, mais je m'en fous. Et en terminant, je veux vous demander, M. Gave, si vous aviez peut-être une visite au Québec prévue prochainement. Alors, dans le temps, j'y allais beaucoup, parce qu'on avait pas mal de clients au Québec dans ma vraie société qui s'appelle GAFCAL. On a plein de clients au Québec, à Montréal, à Toronto, sur la côte ouest là-bas. Mais maintenant, mon fils, qui gère la société, qu'on a créée ensemble il y a 25 ans, trouve que je suis un peu trop vieux pour voyager. Ah. Alors, il me restreint dans mes voyages. Mais sinon, moi, je serais toujours dans l'avion en train d'aller voir les gens à droite et à gauche. Hein, mais c'est difficile maintenant, il m'empêche. Je suis brimé par mon fils. Bon. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais je vous en prie. Merci de m'avoir interviewé. Merci mille fois.